C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré qui met fin en fonction de son Premier ministre Christophe Dabiré. Ce dernier a présenté sa démission entraînant automatiquement celle du gouvernement. Nous serons à Ouagadougou dans ce journal. Cette attaque contre les forces de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a été ciblée par les djihadistes. 7 casques bleus ont été tués et 3 autres grièvement blessés ce mercredi par un engin explosif dans le centre du pays. La correspondance à Bamako dans un instant. Et à la fin de ce journal, on va revenir sur l'affaire du placement forcé d'enfants métis dans des orphelinats au Congo belge dans les années 50. 5 femmes métisses, aujourd'hui septuagénaires, avaient porté plainte contre l'État belge pour crimes contre l'humanité. Mais la justice les a déboutées. La correspondance à Bruxelles à suivre. On commence donc par cette information qui vient de nous parvenir. Le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré et son gouvernement ont été démis de leurs fonctions. Pour plus d'informations, on prend tout de suite la direction de Ouagadougou. Retrouvez notre correspondant Khalidou Si. Khalidou, bonsoir. Ce rebondissement intervient dans un contexte particulier. Écoutez, c'était l'une des mesures annoncées par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. La crise sociale que connaît le pays depuis une dizaine de jours, en déclarant avoir compris la colère engendrée par l'onde de choc consécutive à l'attaque djihadiste d'Inata. C'est surtout des conditions de travail de ces gendarmes qui ont suscité l'émotion et colère au Burkina Faso, car rappelons que plusieurs semaines avant le drame d'Inata, les soldats du détachement avaient dans une note déploré le manque de vivres alimentaires, s'en sont suivis des manifestations, dont une le 27 novembre organisée par la C27, la coalition du 27 novembre, une alliance d'organisations de la société civile, pour apporter le soutien au FDS, mais surtout réclamer le départ du président du Faso. Une manifestation non autorisée par la mairie de Ouagadougou qui s'était transformée en affrontement avec les forces de l'ordre, suivi d'actes de vandalisme, particulièrement au bureau d'état civil de la mairie. Suite à cela, certains leaders de ces organisations de la société civile ont été arrêtés et envoyés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils sont notamment accusés d'atteinte à la sûreté d'État et destruction de biens publics. Donc c'est donc dans un contexte social très tendu qui a attendu très prochainement la nomination du nouveau gouvernement burkinabé. Merci beaucoup Khalidou Si, vous êtes notre correspondant à Ouagadougou. Cette attaque, une explosion dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti, au centre du Mali. Elle a ciblé les forces de la MINUSMA. Au moins 7 casques bleus togolais ont été tués. Il y aurait également au moins 3 blessés graves. On fait le point avec Anne-Fleur Lespio, notre correspondante à Bamako. Cette attaque a eu lieu ce matin entre les localités de Douenza et Sévaré dans la région de Bandiagara lorsqu'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé sur la route nationale 16, une route où des IED sont régulièrement posés mais également contrôlés par des groupes dits djihadistes ainsi que par des milices d'autodéfense qui braquent régulièrement les véhicules qui l'empruntent. Alors cet après-midi, le représentant spécial et chef de la mission de l'ONU ici, M. El Ghassim Ouane, a condamné cette attaque et rappelé l'urgence de la stabilisation au Mali, une attaque qui alourdit une nouvelle fois le nombre de morts au sein de la mission de l'ONU, puisque la MINUSMA est aujourd'hui l'opération de la paix la plus périlleuse pour les casques bleus, avec plus de 200 soldats tués au Mali. Alors Anne-Fleur, cette attaque a été menée dans une zone qui est régulièrement ciblée par les djihadistes. Oui, tout à fait. Hier, par exemple, des affrontements ont fait plusieurs victimes. Ils ont eu lieu dans cette même zone, entre des miliciens et des groupes dits djihadistes. Des attaques qui se multiplient et qui touchent tous les acteurs du conflit dans le centre du pays, où le contexte sécuritaire continue de se dégrader, le tout sous l'influence de groupes djihadistes. Des attaques dont souffrent aussi les populations locales qui sont régulièrement prises pour cible. Pour rappel, vendredi dernier, une trentaine de civils ont été tués et leurs véhicules incendiés par des groupes djihadistes à Songo alors qu'ils se trouvaient à bord d'un véhicule qui les conduisait à la foire de Bandiagara. Un massacre qui pose la question de la protection des civils face aux groupes armés qui font pression sur les populations locales et contrôlent aujourd'hui les 2/3 du territoire malien. On va rester au Mali pour toute autre chose. Plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques en provenance des États-Unis et issus de pillages et de trafics illicites ont été officiellement restitués aux autorités maliennes. Une restitution lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre de transition et l'ambassadeur américain. Les détails avec Laurent Bertécher. Une pierre taillée pluricentenaire remise par l'ambassadeur américain au Premier ministre Choguel Maïga. Ce geste symbolique marque la restitution par les États-Unis de plus de 900 œuvres, certaines datant de l'ère néolithique au Mali, leur pays d'origine.
Un retour qui aura mis plus de 10 ans à se concrétiser. Ces objets sont les produits de plusieurs interventions de notre service douanier des États-Unis pendant les derniers 10 ans. C'est les objets archéologiques et ethnographiques issus de pillages ici et d'exportation illicite. En 2009, les douanes américaines interceptent des centaines d'objets et d'artefacts en provenance du Mali. Après les avoir authentifiés, Washington accepte de restituer les œuvres en 2011. Mais leur retour est de nombreuses fois différé en raison des multiples crises politiques et sécuritaires qui secouent le pays. 10 ans plus tard, les objets sont enfin arrivés à bon port. Une victoire pour les autorités maliennes qui appellent la communauté internationale à emboîter le pas à Washington. Le bel exemple que le gouvernement des États-Unis d'Amérique vient de donner mérite d'être suivi par tous les pays où sont conservés des objets du patrimoine culturel et archéologique africain. Les États-Unis emboîtent ainsi le pas à la France, à l'Allemagne ou encore à la Belgique, qui se sont déjà engagés à restituer des milliers d'œuvres pillées ou confisquées au Bénin, au Nigeria et en RDC. L'élection présidentielle prévue le 24 décembre se tiendra-t-elle en Libye? Le Haut Conseil d'État, un organe consultatif, a appelé ce mercredi à son report. Les raisons invoquées, les nombreux contentieux sur les règles du scrutin et sur la légitimité juridique de ce vote censé mettre fin à 10 ans d'instabilité dans le pays. Il a été question de la Libye à Alger lors de la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Il s'est entretenu avec son homologue algérien, Ramtan Lamamra. Le ministre français des Affaires étrangères, qui a pris la parole, a appelé à des relations plus apaisées avec Alger et a également listé les défis régionaux communs aux deux pays. Écoutez. Nous souhaitons que le dialogue que nous relançons aujourd'hui puisse conduire à une reprise des échanges politiques entre nos gouvernements en 2022. Au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face, au-delà des malentendus qu'il nous revient de dépasser, je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puissent regarder vers l'avenir. L'Algérie est un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral, mais également sur le plan régional. La France et l'Algérie font face ensemble à des défis majeurs dans un environnement régional et international incertain. Nous devons être en mesure de proposer des réponses opérationnelles aux défis que représente le terrorisme dans la région sahélienne, mais aussi l'immigration clandestine, ainsi qu'aux enjeux de développement économique. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette date retenue pour un dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Côte d'Ivoire. Il s'agit du 16 décembre, un dialogue politique qui a pour objectif de maintenir le climat apaisé de ces derniers mois dans le pays. Ce projet de loi sur l'expropriation en Afrique du Sud, la réforme foncière chère au président Ramaphosa, a été rejetée par le Parlement. Le président sud-africain s'était engagé à corriger ce qui est considéré comme des injustices liées à la dépossession des terres pendant l'apartheid. Mais l'expropriation des terres, y compris avec compensation, divise dans le pays. Abiy Ahmed, de retour aux affaires politiques, le Premier ministre éthiopien a annoncé mercredi regagner son bureau dans la capitale Addis Abeba après avoir passé 2 semaines au front qui ont, selon lui, humilié les rebelles tigréens et redressé l'Éthiopie. Fin de citation. On en vient à cette affaire de placement forcé d'enfants métis dans des orphelinats au Congo belge dans les années 50. La justice belge a tranché. Cet acte ne peut être qualifié de crime contre l'humanité. Les plaignantes, 5 femmes métisses, aujourd'hui septuagénaires, ont été déboutées de leur action contre l'État. Notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon, a suivi l'affaire pour nous. Écouter. C'est une immense déception pour Monique, Marie-Josée, Noël, Léa et Simone. Ces 5 femmes métisses de plus de 70 ans ont reçu le jugement de manière brutale. Elles sont déboutées par le tribunal de Bruxelles devant lequel elles avaient porté plainte contre l'État belge, né au Congo lorsque le pays était encore une colonie d'un père belge et d'une mère congolaise. Elles ont été arrachées à leur famille et placées de force dans des orphelinats religieux. Comme c'était la pratique à l'époque, l'État craignait que les métis se soulèvent contre l'ordre colonial. Mais après 2 mois de délibéré, le tribunal a tranché. Le placement d'enfants métis dans les années 50, aussi inacceptable soit-il aujourd'hui, ne peut constituer un crime
contre l'humanité. Cette accusation, c'est une première en Belgique. L'avocate des 5 plaignantes avait plaidé que ces clientes étaient la preuve vivante d'un crime d'État non avoué et avait mis en avant un système généralisé, selon elle, mis en place par l'État belge pour des motifs racistes. Mais le tribunal souligne que le chef d'accusation de crime contre l'humanité n'existe en droit belge que depuis 1999 et donc l'État ne peut être puni pour un crime qui n'existait pas à l'époque des faits incriminés. En tout cas, les plaignantes se laissent le temps d'examiner la décision, mais selon leur avocate, un appel est plus que probable. Je vous emmène au Gabon à présent. Le pays a souhaité se doter d'un centre international des civilisations bantoues, une vitrine de la culture africaine, mais ce projet démesuré n'a jamais vu le jour et il est aujourd'hui squatté par des centaines de familles. Le récit de Laurent Berstécher. Tournés vers le ciel, ces immenses défenses d'éléphants marquent l'entrée du Centre international des civilisations bantoues. À l'intérieur, c'est un véritable dédale de ruelles, d'eau stagnante et de fils électriques. Un labyrinthe de béton où Françoise Mouhola et ses 12 enfants vivent depuis plus de 7 ans. Comme le père ne travaillait pas, nous sommes venus ici. Ici, là, on paye que le courant détruit. Et la maison, c'est bon. Quand tu ne payes pas aussi le courant détruit, on vient t'enlever le courant, tu dors dans le noir. Je vais dormir comment dans le noir avec les enfants? Fruit d'une collaboration entre 11 pays africains, le Centre international des civilisations bantoues est fondé dans les années 80 pour promouvoir le patrimoine culturel de l'Afrique sud-équatoriale. Alors dirigé par Omar Bongo, le Gabon investit environ 15 millions d'euros dans la construction du siège au nord de Libreville. Mais faute de moyens, le projet s'essouffle et suite au décès d'Omar Bongo en 2009, il est laissé à l'abandon. Les lieux sont aujourd'hui gérés par une association de squatteurs. Plus de 400 familles y vivent dans des conditions précaires et insalubres. Quand on ne sait pas là où aller, bon, tu es obligé, même si vous vous retrouvez même à 10 personnes dans une pièce, ça ne dérange pas. Le plus important, c'est d'avoir quand même là où tu fermes l'œil. Le Gabon est l'un des pays les plus riches par habitant de la région, grâce notamment à ses immenses réserves de pétrole. Mais selon la Banque mondiale, un tiers de la population y vit toujours sous le seuil de pauvreté. Avant de se quitter, ces images en provenance du Caire, en Égypte, une tempête de sable empêche toute visibilité dans la capitale égyptienne. Une tempête due à des vents de 65 km/h qui ont provoqué des vagues pouvant atteindre 5 mètres de haut. Plusieurs écoles ont été fermées. Voilà, on se quitte sur ces images. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.